Bien, bonjour, je suis donc le professeur Bartholomei et je vais vous parler aujourd'hui de notions de classification et d'épilepsie généralisée idiopathique. Alors, je suis épileptologue adulte et je vais surtout vous parler des formes d'épilepsie généralisée idiopathique qu'on rencontre chez l'enfant, mais aussi chez l'adolescent et l'adulte, formes qui peuvent évidemment persister longtemps dans la vie. Alors, je vais un petit peu vous parler d'abord de classification, tout en disant que ma formation initiale était au Centre Saint-Paul, sous la direction de Joseph Roger, et que je suis très attaché à cette historique des syndromes épileptiques. Et vous savez que la première classification internationale moderne des épilepsies a été impulsée par Henri Gastaut, puis Joseph Roger, et que ça a notamment abouti à ce livre bien connu qui sont les syndromes épileptiques de l'enfant et de l'adolescent, dont la première édition ici date de 1984. Alors, je me baserai beaucoup, toujours sur cet ouvrage aujourd'hui pour décrire les différents syndromes épileptiques, en particulier l'édition de 2005, qui est une édition en français et encore très valable sur le sujet. Alors, quelques mots sur les classifications. La distinction épilepsie généralisée, épilepsie partielle ou focale est très ancienne, hein, puisqu'on avait déjà cette notion dans l'Antiquité. Euh, D'une façon générale, il y a eu des essais de classification à la fois des crises et des épilepsies. En ce qui concerne les crises, on peut dire que c'est à partir du 19e siècle que les premières classifications modernes sont apparues, avec la description de crise grand mal, d'absence, de petit mal. Hein, ces termes sont introduits par Calmey. Pritchard va parler de crise partielle, et puis on connaît les travaux de Bravé en France et de Jackson, Hewlin Jackson en Angleterre pour décrire les crises motrices. Alors, une grosse description des crises va être faite par Hewlin Jackson, en particulier les crises temporales. L'évolution va se faire vers la description notamment des variétés de crise focale avec Penfield Jasper, l'apparition avec l'EEG d'une description plus précise, notamment par Lennox, des absences, des myoclonies, des crises astatiques atoniques, et puis les classifications des crises vont être très synthétisées à partir la fin des années 50 par Henri Gastaut. Sur le plan des syndromes et l'évolution des syndromes épileptiques a suivi l'évolution de l'introduction des EEG et de l'apport de certaines informations concernant l'étiologie. Alors là aussi, c'est essentiellement au XIXe siècle qu'ont commencé les premières classifications, la distinction par exemple entre épilepsie idiopathique et épilepsie symptomatique. La première fois a été faite par Delassiove. Gowers va lui-même reprendre en Angleterre cette distinction. Et puis l'EEG va permettre de créer petit à petit une plus grande reconnaissance des différents syndromes épileptiques. J'ai cité ici Gibbs et la description du premier tracé de petit mal et du petit mal variant, hein, qui était ce qu'on observe dans le syndrome de Lennox-Gastaut. Et puis là encore, Gastaut va proposer, avec la Ligue internationale, des premières classifications mixant EEG, étiologie et crise. Donc, je vous l'ai dit, la classification peut-être la plus importante dans notre histoire jusqu'à présent est celle de 1989, qui est celle qui a duré le plus longtemps et qui avait été préparée sous l'impulsion de Joseph Roger dans une réunion à Marseille en 1983. Donc ici, c'est un petit résumé des différentes classifications. Vous voyez, on a des classifications des crises en 64, 69, sous l'impulsion d'Henri Gastaut, puis l'apparition de classifications des syndromes épileptiques et de leurs causes, qui vont arriver à la classification de 89 avec la distinction idiopathique, symptomatique, cryptogénique. Cette classification de 1989 a été récemment remplacée par la classification de 2017. Alors un petit mot sur celle de 89 parce que on utilise encore une partie de sa terminologie, notamment le concept d'épilepsie idiopathique. Et vous savez que c'était une classification qui utilisait
un premier axe qui était étiologique. On distinguait 3 groupes: les épilepsies symptomatiques, liées à une cause reconnue; les épilepsies cryptogéniques, dont la cause était probable, mais restant inconnue; et puis le groupe des épilepsies idiopathiques, qui étaient des syndromes épileptiques âge-dépendants, dont l'origine était génétique et qui avaient des caractéristiques électrocliniques particulières. Et c'est bien cette définition-là qu'il faudra retenir aujourd'hui sur les épilepsies généralisées idiopathiques. Et puis, un deuxième axe de classification qui est l'axe sémiologique, avec la distinction notamment entre épilepsie partielle et épilepsie généralisée. Alors, cette classification a été discutée, critiquée, notamment il y a des patients qui ne rentrent pas, qui restent non classés. Elle n'a pas de base physiopathologique, ce qui est aussi quand même le cas de la classification actuelle. Et puis surtout, l'avancée de la génétique a mis en évidence des nouveaux syndromes, avec en particulier des syndromes liés à une mutation, donc des syndromes monogéniques, et qui peuvent aussi mixer des crises généralisées, des crises partielles dans leur présentation. Il y a aussi des termes qui ont une signification plus ambiguë, comme les termes cryptogéniques, idiopathiques, qui n'étaient pas toujours très bien compris des neurologues et des étudiants. Alors, je l'ai dit, il y a des nouveaux syndromes qui ont été décrits, et je serai très bref aujourd'hui, puisqu'ils ne rentrent pas vraiment dans le contexte des épilepsies généralisées idiopathiques. Ce sont des syndromes liés à des channelopathies, des canalopathies essentiellement, mais pas tous, hein. Il y a d'autres gènes impliqués dans les nouveaux syndromes. Mais bien sûr, les plus connus sont liés à la mutation SCN1A qui donne le syndrome de Dravet et l'épilepsie avec crise fébrile plus. Donc ce syndrome qui prend parfois un peu l'aspect d'épilepsie généralisée idiopathique sévère doit être connu. Je ne fais que le citer ici, c'est le GEFS+, Generalized Epilepsies with Febrile Seizure Plus. Certains proposent de l'appeler plutôt Genetic Epilepsies ou Febrile Seizures Plus. C'est un syndrome qui a été décrit par les Australiens en 1997, dont la présentation est assez hétérogène, hein. Ce sont des débuts dans l'enfance ou l'adolescence avec une transmission autosomique dominante, une pénétrance variable de 60%. Le plus caractéristique dans ce syndrome, c'est l'existence de convulsions fébriles qui vont avoir tendance à se prolonger tardivement. Et puis, il peut y avoir d'autres types de crises, des crises généralisées, tonico-cloniques, ou plus rarement des crises focales. L'IRM est normal, et je l'ai dit, c'est un syndrome qui est en rapport le plus souvent avec des mutations au niveau du gène de la sous-unité alpha-1 du canal sodium, SCN1A, et dans le GEFS+, il y a un gain de fonction sur ces mutations. Alors, il y a des familles dans lesquelles il y a un continuum avec le syndrome de Dravet. Le syndrome de Dravet, qui, je vous le rappelle, est une épilepsie, une encéphalopathie épileptique sévère, qui sera décrite dans un autre cours, mais qui est aussi en rapport avec une mutation SCN1. Alors, je vais parler maintenant de la classification de 2017, qui a été donc publiée par la Commission pour la classification et la terminologie de la Ligue internationale contre l'épilepsie, et qui garde, bien sûr, comme tout syndrome épileptique, l'association des types de crises pour définir le syndrome épileptique. Donc, on a toujours des crises ici qui sont appelées focales ou généralisées, et puis parfois elles sont inconnues. Les types d'épilepsie sont des épilepsies soit focales, soit généralisées, soit qui combinent, et c'est ce qui est un peu nouveau en classification, des crises généralisées et focales. Et puis parfois, la nature des crises n'est pas connue. Donc la classification tient compte de cela. Et puis elle a deux autres aspects qui sont importants. Les comorbidités sont mis en avant, hein. Vous savez que les épilepsies sont associées à des comorbidités psychiatriques notamment et cognitives. Et puis les étiologies possibles, avec 6 groupes d'étiologies structurales, génétiques, infectieux, métaboliques, humains, et puis dans certains cas inconnus, donc le terme inconnu remplaçant ici le terme cryptogénique dans la classification de 1989. Et puis, ce qui a été souligné, c'est que à partir de ces classifications, on peut identifier des syndromes épileptiques, c'est-à-dire
tableaux électrocliniques reproductibles chez des groupes de patients, et en particulier les épilepsies généralisées idiopathiques. Alors, il y a aussi un changement dans la classification des crises d'épilepsie, puisqu'il y a une nouvelle classification des crises qui remplace celle de 1981, que je n'ai pas trop détaillé tout à l'heure, mais qui utilisait le terme de crise partielle. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de crise focale, qui est discutable également. Et puis, les crises partielles étaient classées en crise partielle simple et crise partielle complexe en fonction de l'altération de la conscience. Ces termes crise partielle simple et crise partielle complexe ont disparu et ont été remplacés par des crises avec altération de l'awareness ou pas d'altération de l'awareness. Alors, awareness, en français, ça correspond aussi à conscience, mais ici, on peut traduire par contact ou expérience consciente, alors que la vigilance est maintenue. Pour les crises généralisées, le changement principal, ça a été l'introduction de nouveaux types de crises, en particulier les crises myoclono-tonico-cloniques que l'on peut observer, on va le voir, dans les épilepsies myocloniques juvéniles. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop cette classification qui n'a pas un grand intérêt sémiologique, mais qui doit être connue, bien sûr. Alors, je vais maintenant vous parler d'épilepsie généralisée d'une façon générale, et puis ensuite on verra les épilepsies généralisées idiopathiques. Alors, les épilepsies généralisées sont par définition des épilepsies dont les crises ont un départ simultané aux deux hémisphères, avec un aspect très généralisé de l'EEG. Les anomalies EEG peuvent être critiques ou intercritiques, elles sont bilatérales, plus ou moins synchrones aux deux hémisphères. Et sur le plan étiologique, il y a deux grands groupes, si on veut garder cette distinction, les épilepsies généralisées idiopathiques, qui sont de loin les plus fréquentes, et puis les autres, alors on les appelait cryptogéniques ou symptomatiques dans la classification de 89. Ce sont des affections touchant de façon diffuse ou multifocale le cerveau, et qui réalisent des syndromes comme le syndrome de Lennox-Gastaut ou les épilepsies myocloniques progressives. On parlera du syndrome de Lennox-Gastaut dans un autre cours. À noter que les anomalies EEG ne sont jamais complètement généralisées, enfin rarement, et elles sont souvent à prédominance antérieure. Les anomalies focales peuvent se rencontrer dans les EGI, dans les épilepsies généralisées idiopathiques, j'y reviendrai, et à l'inverse, une lésion focale dans le cerveau peut donner un tableau d'épilepsie généralisée dans le cas des épilepsies généralisées symptomatiques comme les Lennox-Gastaut. Alors, je ne vous parlerai pas trop ni de traitement, ni d'investigation de ces épilepsies aujourd'hui en dehors de l'EEG et de la clinique, mais de toute façon, l'imagerie cérébrale n'est pas nécessaire si on a un diagnostic de certitude face à un tableau électroclinique évocateur d'une épilepsie généralisée idiopathique, en particulier l'existence de pointons généralisés sur l'EEG. Donc, il ne faut pas faire d'IRM quand on a un tableau typique d'EGI. Un petit mot sur la physiopathologie des crises généralisées, elle est très mal connue. Les épilepsies généralisées idiopathiques sont des maladies d'origine génétique, considérées comme une maladie de système, avec implication de boucles thalamo-corticales, avec plusieurs théories concernant surtout les absences. Théorie centraencéphalique, un peu historique, avec Jasper, Gastaut également, qui mettait en avant le rôle important du tronc cérébral dans la genèse des crises toniques et des crises généralisées tonico-cloniques. Théorie cortico-réticulaire de Blore, à partir de modèles de pénicilline chez l'animal. Là, on a des interactions oscillatoires entre le cortex cérébral et le thalamus, notamment pour la genèse des absences. Vous avez ici un schéma de ces interactions. Et en fait, ce qui est le plus récent, c'est qu'on pense que l'origine des absences vient du cortex, vient activer ensuite, dans un deuxième temps, une boucle thalamo-corticale hyper-excitable, dans laquelle certaines conductances ioniques sont importantes, notamment la conductance ionique calcique T. Il y a des modèles génétiques d'absence, vous le savez, notamment le RAGAERS, qui a été décrit à Strasbourg, qui fait des décharges de pontons généralisées avec des équivalents d'absence et dont on a pu montrer que ces absences faisaient partie d'une boucle thalamo-corticale. Dans ce modèle, comme dans d'autres modèles génétiques, ce qui a été plus tard montré, c'est que l'initiation des absences se faisait au niveau cortical, en particulier dans le cortex somatosensoriel.
et qui avaient à ce niveau-là une hyperexcitabilité corticale. Alors, ce pas des anomalies focales, hein, c'est assez diffus, mais c'est bien sûr le site initiateur des absences qui quand même nécessite cette boucle d'activation corticothalamique. Alors, cette implication des systèmes thalamo-corticaux a été montrée chez l'homme, notamment par des expériences DEG-IRM fonctionnelles, montrant bien l'implication à la fois du cortex, notamment des cortex antérieurs et associatifs, et du thalamus. Alors, les épilepsies généralisées idiopathiques, maintenant, il s'agit donc de groupes d'épilepsie qui ont été bien définis par la classification de 1989. Il faut quand même remarquer que pour l'instant, depuis la classification de 2017, il n'y a pas eu de définition précise de ces syndromes épileptiques, et on attend une actualisation. Mais globalement, ce sont des épilepsies qui ont 3 types de crises généralisées, des absences typiques, des crises myocloniques et des crises généralisées tonico-cloniques, ou parfois des crises myoclono-tonico-cloniques. Il n'y a pas d'autres types de crises dans les épilepsies généralisées idiopathiques. L'EEG est aussi globalement assez semblable d'une EGI à l'autre, il montre une activité de fond normale, des anomalies généralisées, bilatérales, plus ou moins synchrones, de pointe-onde, de pointe, de polypointe-onde. Quand elles sont en bouffée assez rapides, de plus de 3 cycles par seconde. La photosensibilité est fréquente et il y a généralement une activation par le sommeil. Il s'agit de sujets normaux, sensibles neurologiques. Les antécédents familiaux sont assez fréquents, mais ils ne sont pas constants. Il y a une prédisposition génétique mais qui est très inconstante dans les familles. Et ce sont des syndromes qui sont classés par l'âge de début. Ce sont vraiment des age-related epilepsies. Et les formes dépendent de l'âge. C'est ce que vous voyez dans cette figure, dans laquelle j'ai mis les principales épilepsies généralisées idiopathiques. Celle du nourrisson, c'est essentiellement l'épilepsie myoclonique du nourrisson. Puis ensuite, on va avoir chez l'enfant l'épilepsie absence de l'enfant, puis l'épilepsie absence de l'adolescent, l'épilepsie myoclonique juvénile, et enfin les épilepsies avec crise généralisée tonico-clonique isolée qui peuvent débuter chez l'adolescent et l'adulte jeune. Donc on verra aujourd'hui essentiellement épilepsie absence de l'enfant, épilepsie absence de l'adolescent, épilepsie myoclonique juvénile et les autres formes. L'étiologie, très brièvement, on peut passer des heures sur la génétique des EGI, elle est complexe. Ce sont des maladies d'origine génétique. Et ça avait été bien montré par les études de jumeaux homozygotes qui montraient une concordance plus élevée que les jumeaux hétérozygotes. Des polymorphismes sur des gènes de susceptibilité ont été montrés dans les épilepsies absences, l'épilepsie myoclonique juvénile en particulier. Une mutation au niveau du gène EFHC1 dans certaines familles, mais le plus souvent, on ne trouve pas de gènes mutés quand on fait notamment des PAGEM, des études des gènes impliqués dans les épilepsies monogéniques. Alors, un mot aussi pour vous dire qu'il y a des formes transitionnelles entre les épilepsies généralisées idiopathiques et les formes plus sévères. On l'avait souligné dans ces formes d'épilepsie absence intermédiaire, et puis ça a été bien sûr souligné entre le continuum entre l'épilepsie absence de l'enfant, les épilepsies avec myoclonie palpébrale, l'épilepsie avec absence myoclonique, le syndrome de Dose, l'épilepsie avec crise myoclono-atonique, qui sont des épilepsies dans lesquelles il existe aussi des pointes-ondes rapides, généralisées, mais dont le pronostic, à la fois en termes de contrôle des crises et d'évolution cognitive, est plus réservé. Donc on vous parlera un petit peu de ces épilepsies sur le cours, sur les épilepsies de type Lennox-Gastaut. Alors, je vous l'ai dit, les EGI sont fréquentes. Quand on regarde les études épidémiologiques, je vous en ai mis une ici, dans une population, les épilepsies focales représentent 2/3 des cas, les épilepsies généralisées 1/3 environ. Sur ces épilepsies généralisées, l'immense majorité sont des épilepsies généralisées idiopathiques, les autres formes étant plus rares. Alors, d'abord, un petit mot sur les crises que l'on rencontre dans ces épilepsies. Je vous l'ai dit, il y a essentiellement 3 grands groupes de crises, les absences, les crises généralisées tonico-cloniques et les crises myocloniques. Et puis elles vont donc se regrouper de façon variable selon les différentes formes d'EGI.
Alors, les crises généralisées tonico-cloniques, je ne vais pas détailler ces crises, elles sont bien connues, décrites depuis longtemps, elles évoluent en trois phases. Une phase tonique avec une vocalisation, une contraction, une chute. La contraction est essentiellement tonique en flexion. Elle fait place à une phase clonique qui dure une vingtaine, une trentaine de secondes et qui, elle, va faire place à une phase de coma post-critique avec stertor confusion qui dure plusieurs minutes. Dans certains cas, elles sont précédées de myoclonie. C'est ce qu'on appelle la crise myoclono-tonico-clonique et je vous en montre un exemple ici. C'est une jeune femme qui a une épilepsie myoclonique juvénile et qui va présenter des myoclonies et une phase tonique en flexion avec vocalisation et qui va donc évoluer vers une phase clonique et une phase de coma post-critique. Je ne vais pas montrer jusqu'au bout cette vidéo. Alors, quand on regarde l'EEG des crises généralisées tonico-cloniques, eh bien, on a une décharge recrutante, selon les termes d'Henri Gastaut, autour de 10 Hz, bilatérale et symétrique, comme vous le voyez sur la vidéo de la patiente que je vous ai montrée, sur l'EEG de la patiente que je vous ai montrée. Alors, ce sont des crises qui activent très, très violemment le cortex cérébral et les régions sous-corticales. Ça a été montré avec des études en débit sanguin cérébral. Vous voyez ici l'activation corticale importante par rapport à la période intercritique. Et ces crises s'accompagnent de modifications végétatives très importantes qui sont soulignés ici. Ça, c'est le bouquin tiré du bouquin de Gastaut et Broughton, un livre sur la sémiologie des crises que je vous conseille toujours de lire, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et vous voyez que pendant la phase tonique, il y a un arrêt de la respiration, une bloc-nez, une cyanose importante qui va s'installer et qui reprend en post-critique, une hyperpression dans la vessie qui va ensuite se relâcher. Il y a très souvent dans ces crises une énurésie. Et puis, vous avez d'autres paramètres comme une tachycardie et une augmentation de la tension artérielle. Les complications de ces crises sont importantes à souligner, elles sont souvent banalisées, ce qui est un tort. Ce sont des crises qui peuvent être très dangereuses, voire fatales, et elles sont à l'origine de traumatismes crâniens, hématomes intracrâniens, de fractures, notamment vertébrales, et de luxation, une luxation antérieure des épaules. D'autres complications qui se voient aussi dans les crises secondairement généralisées ou même dans les crises avec chute et rupture de conscience, les noyades, bien sûr, brûlures, c'est des complications très, très malheureusement assez fréquentes, pneumopathie d'inhibition, et puis toute crise qui comporte des convulsions importantes peut causer une SUDEP, un décès soudain. C'est environ 1 sur 700 patients et par an, et dont on a pu montrer en vidéo-G que les SUDEP sont dus avant tout à un arrêt ventilatoire définitif qui précède l'arrêt cardio-circulatoire. Alors, au type de crise, ce sont les absences. Alors, dans les EGI, ce sont des absences typiques. Les absences typiques ont une définition électroclinique. C'est l'association d'une décharge pointante généralisée à 3-4 cycles par seconde, bilatérale et symétrique, associée à une rupture de conscience. Dans les absences qu'on appelle simples, c'est un trouble isolé de la conscience. Le sujet arrête ses activités, un regard dans le vide, impossibilité de répondre aux questions. Il y a très souvent un sursomme vergens discret, une petite élévation des yeux vers le haut avec parfois quelques petites secousses des paupières, début et fin brutaux, pas de confusion post-critique, pas de souvenir d'un contenu conscient pendant l'absence. Chez l'adulte, il a été noté que la rupture de conscience pouvait être plus brève, moins marquée, et en moyenne, la durée de l'absence est de 5 à 10 secondes, elle peut aller jusqu'à 2-3 minutes, surtout chez les sujets non traités. Alors, il peut y avoir d'autres symptômes, des automatismes, notamment des symptômes soit de persévération de l'activité en cours, soit quelques automatismes de novo qui sont en général plus discrets que dans les crises partielles, notamment des petits automatismes oro-alimentaires ou des automatismes gestuels plus élémentaires. Alors, ça a été bien étudié par Penry en 1975, c'est une publication importante avec grand nombre d'absences enregistrées, et qui a bien montré que les automatismes apparaissaient, surtout quand l'absence était prolongée.
Dans les absences, il y a des facteurs déclenchants possibles, hein, des changements dans l'activité intellectuelle, émotionnelle. Il faut noter quand même que l'hyperventilation est le facteur déclenchant le plus fréquent. DEG est très important, bien sûr, et il va mettre en évidence dans les absences typiques, ce qu'on appelait avant, mais c'est un terme qui est plus utilisé, le petit mal absence. Donc dans les absences de l'EGI, une décharge régulière, bilatérale et symétrique à 3 Hz, et qui va être différente de ce qu'on observe dans ce qu'on appelle les absences atypiques, ce sont les absences qu'on voit notamment dans le syndrome de Lennox-Gastaut, dont la décharge est plus lente, plus irrégulière, plus fragmentée, plus asynchrone. Voilà une absence typique, encore une fois, sur un EEG. Vous voyez ici, ça débute par des pointes et la fréquence de décharge est élevée, au moins 3 Hz, et on a un début, une fin brutale. Voilà ici, par contraste, une absence atypique, et vous voyez que l'EEG ici est beaucoup plus irrégulier, la décharge est plus asynchrone, elle est à prédominance antérieure et surtout plus lente. Voilà une vidéo d'une absence typique chez une petite fille qui a une épilepsie absence dans le cadre d'une EGI. Donc l'absence va commencer, regardez bien les yeux de la petite fille. Voilà, elle arrête son activité, elle a une petite surélévation des globes. Lève tes bras. Lève les bras, chérie. Tu m'entends, Théa? Ce qu'on a souvent, c'est des petites clonies, des sourcils ou des paupières qui battent à la fréquence des absences, autour de 3 Hz. Théa. Et puis dès que la décharge s'arrête, vous voyez qu'elle reprend son activité. Lève tes bras, mets tes bras devant. Alors, ces absences peuvent s'observer aussi chez l'adolescent, on va le voir. Ici, c'est une adolescente qui présente des absences. Là aussi, arrêt d'activité contemporaine de l'absence. Et une absence plus brève. Bon. Troisième type de crise et dernier type de crise, les crises myocloniques qui sont caractérisées par des contractions simultanées des muscles agonistes et antagonistes avec parfois une chute, un lâchage d'objets. Elles sont brèves, sont une myoclonie corticale, elles durent autour de 100 millisecondes, soudaines, involontaires et bien sûr spontanées. Elles peuvent être isolées ou survenir en salve. Elles sont théoriquement bilatérales, synchrones, mais très souvent asymétriques, on va le voir avec l'EMJ, elles prédominent au membre supérieur et ne s'accompagnent pas d'une altération de la conscience. Elles sont trop brèves pour altérer la conscience. Donc ces crises sont souvent négligées par les médecins, les patients parfois, qui les décrivent comme des sursauts, une décharge, un tremblement, un spasme, une secousse, frisson, ou simplement un lâchage d'objets ou parfois une chute. Ce sont des myoclonies qui peuvent précéder une crise généralisée tonico-clonique dans l'EMJ, et je vous l'ai dit, ça s'appelle des crises myoclono-tonico-cloniques. À l'EEG, il est important de faire une polygraphie dans laquelle on va avoir des polypointontes bilatérales, synchrones, plus ou moins symétriques, et qui précèdent, quand on mesure le délai de 20 à 50 millisecondes, la myoclonie. Voilà un EEG, vous voyez cette décharge de polypointone, une salve de myoclonie ici, qui est enregistrée sur les dérivations polygraphiques de l'EEG. Alors, elles peuvent être déclenchées par la SLI, quand il y a une photosensibilité, c'est le cas chez cette jeune fille, dans lequel on va observer voilà, quelques myoclonies déjà. Hop, là. Plus marqué à fréquence plus élevée de la SLI, ouais. Myoclonies qui sont à la fois axiales et qui touchent les membres supérieurs.
Donc, je vous remonte cette vidéo, juste le début, c'est cette crise myoclonico-clonique. Vous voyez, rappelez-vous de cette patiente, elle avait 2 secousses myocloniques qui précédaient la crise généralisée tonico-clonique. Alors, donc ces crises vont s'intégrer à un tableau plus global, qui sont le syndrome épileptique, épilepsie généralisée idiopathique, et en fonction du terrain, de l'EEG, de la présentation clinique, on va avoir différentes formes d'épilepsie généralisée idiopathique. La première que je vous décris, c'est l'épilepsie absence de l'enfant. C'est ce qu'on appelait Childhood Absence Epilepsy en anglais. Ça représente 10% à peu près des épilepsies de l'enfant. Il y a une très nette prédominance féminine. Les antécédents familiaux, vous le voyez, sont présents que dans une minorité de cas, en fait, quand on regarde ces patients, 15 à 40% des cas. Les convulsions fébriles sont retrouvées dans une minorité de cas, 15%. L'âge de début, en moyenne, c'est 6-7 ans. Ça peut être un petit peu plus précoce. Ou un peu plus tardive. Dans les cas qui dépassent 8 ans, c'est souvent des épilepsies qui ressemblent aux épilepsies absence de l'adolescent. Dans l'épilepsie absence de l'enfant, les absences sont très fréquentes au début quand elles ne sont pas traitées, plusieurs dizaines par jour. Ce sont des absences typiques qui peuvent être simples ou accompagnées d'automatismes, déclenchées parfois par les émotions, le réveil, l'hyperpnée, que l'on peut reproduire pendant la consultation. Alors, l'EEG est indispensable au diagnostic d'absence, ce n'est pas suffisant d'avoir cette description, bien sûr, et en intercritique, on va rechercher une organisation de fond normale, un rythme delta postérieur qui est parfois observé, je vais vous le montrer après. À la veille, il y a parfois peu ou pas de points tondes, enfin, il y a des points tondes, mais elles sont isolées, elles peuvent être activées par le sommeil, prendre des aspects un petit peu plus irréguliers, comme vous voyez ici, sur cette EEG de sommeil. Pendant la phase intercritique, eh bien, on a parfois ce rythme postérieur delta qui est assez caractéristique des épilepsies absence de l'enfant. L'absence typique, je vous l'ai dit tout à l'heure, a un EEG très caractéristique avec un début et une fin brutale et puis une décharge au moins à 3 Hz qui est souvent à prédominance antérieure. Alors, il faut connaître quelques atypies dans les épilepsies absences, y compris de l'enfant. C'est la survenue, dans certains cas, d'anomalies focales qui peuvent se voir jusqu'à 20% des patients dans notre expérience, sans lien vraiment avec le pronostic. Parfois, les absences elles-mêmes ont un caractère asymétrique. Vous avez ici une absence qui, chez cette jeune patiente qui a une évolution tout à fait favorable, pouvait débuter apparemment sur l'hémisphère gauche, en ayant ensuite l'aspect typique d'absence. Donc il faut savoir reconnaître ces patterns, parfois un petit peu plus trompeurs. Le pronostic des épilepsies absences est en général de l'enfant est en général bon, avec un taux de rémission qui est jusqu'à 80% des cas. La survenue de crise généralisée tonico-clonique est bien connue, elle survient environ dans 40% des cas, le plus souvent à l'adolescence, à partir de l'adolescence, parfois plus tardivement. Elles sont plus fréquentes, ces crises généralisées tonico-cloniques, si le début se fait après 8 ans, si c'est un petit peu plus fréquent chez les sujets masculins, s'il y a une photosensibilité et s'il y a une résistance initiale au traitement. Alors, les absences globalement tendent à disparaître spontanément à un âge variable. Après 2-3 ans en général de traitement, on peut arrêter le traitement des épilepsies absences quand on a été efficace, ça tend à disparaître, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ultérieurement des crises généralisées tonico-cloniques qui peuvent survenir plus tard. Bon, il a été montré qu'un traitement précoce, c'est très important, favorise une meilleure évolution, mais que parfois, même dans les formes pharmacosensibles, l'insertion sociale des individus atteints d'épilepsie absence de l'enfant peut être problématique. Donc, pour résumer, il y a 3 évolutions possibles d'épilepsie absence de l'enfant. Une rémission chez la majorité des patients, la persistance d'absence à l'âge adulte, qui sont en général plus rares, mais gênantes, parce qu'il y a peu de traitements spécifiques des absences. Ça, c'est embêtant dans les épilepsies généralisées. Et puis, l'apparition plus tard de crises généralisées tonico-cloniques qui, le plus souvent, sont pharmacosensibles et surviennent avec une fréquence rare.
Deux autres syndromes sont parfois rapprochés des épilepsies absence de l'enfant, mais qui sont plus des syndromes intermédiaires avec d'autres formes plus sévères d'épilepsie. L'épilepsie avec myoclonie palpébrale avec absence, syndrome de Jevons, qui est une forme idiopathique, mais qui apparaît à un âge variable, et qui se caractérise surtout par des myoclonies en fait, déclenchées par la fermeture des yeux au niveau du visage. Ce sont des myoclonies palpébrales avec surélévation des globes oculaires, plus ou moins une altération de conscience, mais qui n'est pas constante. Et l'EEG montre des polypointondes à 3 Hz déclenchées par la fermeture des yeux et une photosensibilité très fréquente. Il peut y avoir des crises généralisées tonico-cloniques dans ce syndrome. La pharmacorésistance est habituelle. Ici, c'est une femme d'une soixantaine d'années qu'on avait enregistrée dans l'unité avec un syndrome de Gibbons persistant depuis l'enfance. Vous allez voir. Regardez bien ses yeux. La vidéo n'est pas très, très bonne, mais vous voyez, c'est myoclonie palpébrale associée à une décharge de pointon généralisée. Dans le syndrome de Gibbons, ce qui est particulier, c'est la scotosensibilité, c'est-à-dire que ces myoclonies apparaissent à la fermeture des yeux et avec cette décharge de pointon généralisée. Il y a un autre syndrome qui est parfois décrit dans ce contexte, ce sont les myoclonies péribuccales avec absence. Ça se voit chez l'enfant et l'adolescent. Ce sont des absences avec rupture de conscience, assez typiques dans leur morphologie EEG et dans leur aspect clinique. Simplement, il y a des myoclonies marquées en péribuccal, et puis c'est une épilepsie qui tend à être plus résistante que les épilepsies absence de l'enfant classique. Deuxième grande forme de EGI, ce sont les épilepsies absence de l'adolescent. Ce sont des EGI avec des caractéristiques générales de ces maladies, notamment une incidence des cas familiaux qui est assez fréquente, un tiers des cas à peu près. L'âge de début se fait vers 10-13 ans, avec des extrêmes entre 7 et 17 ans. Les absences dans les séries, c'est des séries rapportées. Les absences sont typiques, mais elles sont plus rares, elles sont moins fréquentes dans la journée, 2 à 3 par jour en moyenne. L'altération de la conscience est moindre que dans l'épilepsie absence de l'enfant. Les mouvements rétropulsifs sont plus rares, il y a des modifications du tronc qui peuvent se voir chez l'enfant qui sont plus rares dans la forme de l'adolescent. Et ce qui caractérise surtout l'épilepsie absence de l'adolescence, c'est la survenue très habituelle, dans 80% des cas, de crise généralisée tonico-clonique, et parfois de crise myoclonique avec là, des formes transitionnelles avec l'EMJ. Les états d'absence peuvent s'observer, c'est environ 10% des cas, ce sont des absences qui durent plusieurs heures, en particulier en début d'évolution de la maladie. L'EEG est un EEG d'EGI avec une organisation normale, des décharges de pointes-ondes. Quand on enregistre des absences chez l'adolescent, et ça a été souligné par Panayotopoulos, les décharges sont moins longues que dans l'épilepsie absence de l'enfant et un petit peu plus longues que dans les absences de l'EMJ. Le pronostic de l'épilepsie absence de l'adolescent, c'est un groupe assez hétérogène en fait. Le taux de rémission dans les études est très variable, 37 à 60%. Il peut y avoir donc une persistance de ces absences et l'association à des crises généralisées tonico-cloniques. La dernière grande forme d'épilepsie généralisée idiopathique dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'épilepsie myoclonique juvénile, EMJ, qui est un syndrome qui a été décrit initialement en France, mais surtout décrit par les Allemands, en particulier Dieter Jans, dans les années 50. C'est la forme la plus fréquente, vous le savez, d'EGI chez l'adulte et l'adolescent. Ça représente 5 à 10% du total des épilepsies, donc c'est une forme importante à connaître, bien sûr. L'étiologie est génétique avec une hérédité complexe, on en a parlé tout à l'heure, et il y a souvent, mais c'est très inconstant encore, des antécédents familiaux d'épilepsie. Il peut y avoir des convulsions fébriles, comme dans toutes les EGI. Ça se voit chez à peu près 10% des cas de patients avec EMJ. L'âge de début se fait à l'adolescence ou au début de la vie adulte, avec un maximum entre 12 et 18 ans, mais des extrêmes qui varient entre 6 et 36 ans. On peut avoir des tableaux de EMJ qui commencent tôt, et quand ça commence tôt, ça peut commencer par des absences,
Euh, je vais vous montrer après. Donc là encore, comme dans les épilepsies absences de l'enfant, il y a une prédominance féminine dans ces formes-là. Alors ici, c'est un graphique que j'ai tiré du bouquin de Panayotopoulos sur les syndromes épileptiques, je vous le conseille aussi, qui montre bien l'évolution dans les EMJ avec l'apparition en bleu ici d'abord d'absence, puis des myoclonies, et en jaune l'apparition un petit peu plus tard des crises généralisées tonico-cloniques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de crise dans l'EMJ? Eh bien, on a toutes les formes de crise des EGI sont possibles. Les crises myocloniques, par définition, sont constantes. Elles sont parfois même la seule manifestation de ces épilepsies. Il y a des formes pures dans 5% des cas environ. Les absences se voient dans 10 à 30%, j'en ai parlé, elles sont souvent plus courtes que dans les épilepsies absences. Et puis, les crises généralisées tonico-cloniques se voient dans 90% des cas. Une photosensibilité n'est pas rare, c'est 20% des cas. Elle peut être uniquement LEEG dans ces cas-là, et puis plus rarement, 10% des cas cliniques. Les crises myocloniques et les crises généralisées tonico-cloniques sont classiquement favorisées par le manque de sommeil, l'alcoolisation et le stress. Les menstruations chez les femmes peuvent être des facteurs déclenchants. Et un aspect particulier sur lequel il y a eu pas mal de publications, notamment dans les années 90, c'est le déclenchement par l'exercice mental, par ce qu'on appelle les praxies, par exemple jouer aux échecs, il y a quelques publications là-dessus, qui peuvent déclencher ces crises. On peut avoir un status myoclonique, c'est-à-dire des myoclonies qui surviennent de façon très prolongée, et ça peut se voir en début d'évolution, provoqué par des facteurs déclenchants comme le manque de sommeil ou l'aggravation par certains médicaments antiépileptiques. Vous savez que les bloqueurs des canaux sodium, comme le carbamazépine, peuvent aggraver ces myoclonies et déclencher ces états de mal myocloniques. Alors, les myoclonies et les crises généralisées tonico-cloniques ont une distribution circadienne assez caractéristique. Elles surviennent le plus souvent, ou très souvent, après le réveil, 30 à 60 minutes après le réveil. Alors, un aspect parfois déroutant et trompeur, c'est l'asymétrie des myoclonies et des crises généralisées tonico-cloniques dans l'EMJ. Le caractère asymétrique ou pseudo-focal des myoclonies est souvent rapporté. Les sujets peuvent dire qu'ils ont une clonie du bras droit, alors que si on les enregistre, c'est bilatéral, mais ça prédomine sur un côté. Donc c'est une source d'erreur diagnostique sur laquelle il y a pas mal de travaux montrant que ça peut être à l'origine de jusqu'à 25% d'erreurs diagnostiques en début d'évolution des EMJ. En vidéo EEG, dans une étude de Park et collaborateurs, les myoclonus asymétriques et les crises versives étaient observées dans un tiers des cas. C'est quoi les crises versives? C'est des phénomènes de rotation de la tête et des yeux qui surviennent soit dans les myoclonies, soit en début de crise généralisée tonico-clonique, et à ce moment-là, bien sûr, ça peut être pris pour une crise secondairement généralisée et faire errer le diagnostic. Donc c'est bien connu, ça a été décrit notamment par Gasto et par les équipes italiennes plus tard, c'est ce qu'on appelle les circling seizures ou versive seizures dans les épilepsies généralisées idiopathiques. Ça ne se voit pas que dans les crises généralisées tonico-cloniques, on peut l'observer dans les crises myocloniques et dans les absences, il peut y avoir un phénomène versif un peu marqué en début de crise. Donc, il faut bien avoir ça en tête. L'EEG intercritique dans l'épilepsie myoclonique juvénile retrouve un EEG de fond normal, des pointondes, des polypointondes diffuses qui prédominent en antérieur. Les anomalies asymétriques peuvent se voir. J'en ai parlé pour les absences. Là aussi, dans 20 à 30% des cas, on peut avoir des anomalies focales, voire asymétriques. Et les aspects de pointon ou pointon généralisés ne sont retrouvés que dans 50% des tracés de veille standard. Donc dans ces cas-là, il faut faire un EEG de sommeil qui va retrouver ces pointons généralisés. Alors il y a souvent une photosensibilité, je l'ai dit, 20 à 30% des cas, qui peut être dans certains cas cliniques, comme je vous l'ai montré en vidéo. Voilà un EEG d'une épilepsie myoclonique juvénile pendant le sommeil. Vous êtes en stade 2 de sommeil, 2-3 de sommeil lent, et vous voyez cette pointonde généralisée qui prend parfois un aspect plus typique de polypointonde. Les
le réveil est parfois déclencheur. Ici, c'est un éveil pendant le sommeil, où vous voyez l'activation avec des aspects un petit peu asymétriques, hein, de bouffées de polypointes. Une photosensibilité ici, c'est lié, vous voyez, ces bouffées de pointes ondes qui peuvent avoir un aspect un peu dégradé. C'est pas rare, hein, qu'on n'ait pas toujours de jolies pointes ondes, surtout chez des sujets qui sont traités. Alors, les EEG asymétriques, j'en ai parlé, hein, on a parfois des aspects trompeurs. Ici, c'est une EMJ avec des pointes ondes un peu dégradées qui prédominent sur l'hémisphère gauche. De même ici, on a des pointes ondes très asymétriques à gauche, hein, on retrouve ici cette asymétrie. Ou des anomalies pseudo-focales, hein, ici plutôt hémisphérique droite. Donc ces anomalies asymétriques ou focales dans les GI, dans les EMJ en particulier, ne remettent pas en cause du diagnostic. Hein. Cette focalité en général n'est pas stable dans le temps, et surtout elle s'associe en général à des pointes ondes et des polypointes ondes généralisées. Il faut en avoir bien conscience et avoir l'habitude de regarder ces tracés, et en particulier ne pas hésiter à faire un EEG de sommeil où en général on voit ces polypointons, des pointons bien apparaître de façon plus évidente qu'en EEG de veille. Alors, l'EEG de veille peut être strictement normal, hein, c'est possible dans une EMJ. Donc le pronostic des EMJ, vous le savez, c'est une pharmacodépendance. Il y a des formes résistantes. Hein, les taux de rémission sous traitement des crises généralisées tonico-cloniques, par exemple, c'est de 60 à 80% des cas, les myoclonies de 40 à 64% des cas. Il y a des formes où on contrôle bien sous traitement les crises généralisées tonico-cloniques, mais on a plus de mal avec les crises myocloniques. Mais il y a des formes résistantes de MJ et il y a des formes qui nécessitent très souvent une polythérapie. Vous verrez ça avec les traitements des épilepsies. Le taux de rémission sans traitement des patients, c'est-à-dire la guérison sans traitement, est classiquement très rare, hein, classiquement autour de 7 à 17%. Il y a quand même un petit pourcentage de patients chez qui, à la fin, on peut arrêter le traitement. Ça a été notamment souligné par une étude reprenant la série historique de Dieter Jans, dans laquelle, après de très nombreuses, vous voyez, une moyenne de 44 ans, il y a quand même 28% des patients avaient pu arrêter un traitement à condition qu'ils aient été libres de crise, bien évidemment. Donc, le plus souvent, un traitement à vie, des rémissions sans traitement sont quand même possibles à réévaluer au cas par cas. Et un petit mot aussi pour finir avec l'EMJ, en disant que plusieurs publications ont montré qu'il y avait des altérations neuropsychologiques assez mineures, mais qui peuvent être gênantes chez ces patients, même en rémission ou même avant traitement, qui sont en rapport avec des anomalies montrées en connectivité cérébrale notamment, au niveau des systèmes frontaux, et qui sont à l'origine de dysfonctions de type fonction exécutive, mémoire de travail, qui sont assez souvent finalement rapportées par ces patients et qui peuvent les gêner. Le pronostic psychosocial de l'EMJ est également variable, avec des études un peu qui montrent un peu des résultats différents. Par exemple, l'étude de la série de Dieter Jans montrait une relativement bonne insertion de ces patients avec l'EMJ, alors que certaines autres études montraient des difficultés d'insertion, notamment socio-professionnelles chez ces patients. Il faut avoir ça en tête. Ce ne sont pas toujours des épilepsies complètement bénignes, même quand elles sont contrôlées par les médicaments. Alors, quels sont les autres EGI avec crise généralisée tonico-clonique prédominante? Eh bien, c'est ce qu'on appelait avant, et qui est un petit peu sorti de cette terminologie, mais on va garder ce terme ici, l'épilepsie avec crise grand mal du réveil, qui touche plus souvent les filles, le plus souvent l'adolescence, et qui se caractérise par les crises généralisées isolées à prédominance matinale. L'aspect est très proche d'une EMJ, mais dans lequel vous voyez moins de crises, une moins grande sévérité et pas de myoclonie ni d'absence. Et puis il y a des crises généralisées tonico-cloniques, des épilepsies avec crise généralisée tonico-clonique sans horaire particulier. Et puis des EGI purement photosensibles, ça existe. C'était pas dans la classification de 89. On verra ce que donnent les nouvelles classifications dans l'avenir. Mais l'EGI photosensible, ce sont des crises
des absences, des crises myocloniques ou des crises généralisées tonico-cloniques uniquement déclenchées par des stimuli lumineux, avec parfois, dans ces épilepsies, une auto-induction par le clignement ou le balayage de la main face aux yeux. Je vous l'ai dit, il y a des formes un petit peu transitionnelles. Juste un mot pour ces formes d'épilepsie absence intermédiaire qu'on avait décrites dans les début des années 2000, qui sont caractérisées par des épilepsies absence dont l'évolution n'est pas tout à fait favorable, avec l'apparition d'une pharmacorésistance. Il n'y a pas d'autres types de crises comme dans un syndrome de Lennox-Gastaut, pas de crise tonique, pas de chute, pas d'absence atypique, mais un aspect EG qui peut évoquer un Lennox, mais qui n'en est pas un, avec ses rythmes rapides pendant le sommeil. C'est un tableau clinique qui a été repris récemment, là ici, par l'équipe de Patrick Kwan, qui décrit à peu près le même tableau avec des épilepsies absences pharmacorésistantes. Voilà en conclusion ce que je voulais vous dire sur les EGI. Donc retenez que ce sont des syndromes épileptiques qui sont définis sur la base de critères cliniques et d'EEG. Il n'y a pas de critères d'imagerie ici. Il y a un continuum entre différentes formes, mais les EEG représentent vraiment un biomarqueur très important, indispensable au diagnostic. Ces épilepsies sont le plus souvent sensibles au traitement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, on ne peut pas appeler ça des épilepsies complètement bénignes, puisqu'il peut y avoir des conséquences, et dans certains cas, des troubles psychocognitifs. Leur origine génétique est connue, mais l'hérédité est complexe. On n'a pas encore de gènes le plus souvent retrouvés dans ces maladies. Voilà ce que je voulais vous dire. La guérison de ces épilepsies est possible, en particulier dans l'épilepsie absence de l'enfant. Pour les autres, le plus souvent, cela nécessite un traitement à vie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Nous remercions le professeur Fabrice Bartholomé pour sa brillante présentation. No open question. Nous remercions le professeur Fabrice Bartholomé pour sa brillante présentation. Il nous a présenté la classification des épilepsies et nous a parlé des épilepsies généralisées idiopathiques. Je vous rappelle que c'est une vidéo enregistrée, préenregistrée de 52 minutes qui vient d'être déroulée. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Je vais profiter pour introduire le professeur Jean Gottman. Le docteur Jean Gottman est professeur à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill. Il a obtenu un diplôme en génie électrique de l'Université de Paris, une maîtrise en informatique de Dartmouth College aux États-Unis et un doctorat en neurosciences de l'Université McGill. Il est le pionnier de la détection automatique des pics et des crises lors de la surveillance EEG à long terme. Ses intérêts de recherche comprennent l'analyse de l'EEG, les mécanismes de l'épileptogenèse, la génération et la propagation des crises chez l'homme, l'imagerie fonctionnelle dans le diagnostic et l'étude de l'épilepsie, et surtout les oscillations à haute fréquence dans l'EEG intracérébral, qui constitue le menu de sa conférence de ce jour. Jean Gottman est le président du conseil de publication de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie et le directeur des médias interactifs de la Ligue. Il a reçu de nombreux prix de reconnaissance. Professeur Gottman, vous avez la parole. Vous faites partage d'écran. Merci.
Bonjour. Merci pour l'invitation de vous parler aujourd'hui des oscillations haute fréquence en épilepsie, oscillations que j'appellerais souvent HFO, High Frequency Oscillations, puisque c'est le terme qui est vraiment utilisé de manière universelle. Le plan de notre discussion est donc le suivant. D'abord, quelques observations de base sur les HFO. Ensuite, on va discuter des HFO et de la zone épileptogène, puis évidemment de comment on peut utiliser les HFO dans le contexte de la chirurgie. On va voir quels sont les problèmes actuels et des solutions. Enfin, on va parler des HFO en EEG de scalp et ce qu'ils peuvent faire pour ce qui est de la prédiction des crises et même de l'épilepsie. D'abord, quelques observations de base. Des définitions, bien sûr. Les HFO sont divisés en ripples, qui sont des oscillations brèves entre 80 et 250 Hz, et fast ripples, qui sont des oscillations brèves entre 250 et 500 Hz. Les HFO sont généralement de très faible amplitude. Je vais en montrer quelques exemples, mais d'une amplitude beaucoup plus faible que ce qu'on voit d'habitude dans les EEG cliniques standards. Elles ont d'abord été observées avec des microélectrodes intracérébrales chez l'animal, puis chez l'humain. Ensuite, avec des macroélectrodes intracérébrales, les électrodes utilisées en SEEG par exemple. Et enfin, quand même en EEG de scalp. Et nous allons voir ce qu'on peut en faire. Donc, quelques prérequis pour enregistrer ces HFO. Le filtre passe-bas anti-repliement, qui est un filtre nécessaire avant la numérisation de tout EEG, doit permettre l'enregistrement des hautes fréquences. Il doit donc être à au moins 500 ou 600 Hz pour pouvoir enregistrer les fréquences jusqu'à 500 Hz. La numérisation doit se faire un minimum, et ça c'est la théorie, de 2 fois la valeur de ce filtre. Le plus souvent, on va utiliser environ 3 fois la valeur de ce filtre. Et donc, si on fait 3 fois 600 Hz, on s'approche de 2000 Hz, qui est la valeur la plus utilisée pour enregistrer avec les EEG les HFO. Si on utilise un filtre à 300 Hz et une numérisation à 1000 Hz, ce qui est quand même moins onéreux et plus facile, on peut observer les ripples, comme on le voit ci haut, puisqu'elles ont des fréquences jusqu'à 250 Hz, mais on ne peut pas observer les fast ripples. Comme nous le verrons, en fait, dans les EEG de scalp, on voit très très peu de fast ripples. Donc pour les EEG de scalp, une numérisation à 1000 Hz peut être suffisante. En EEG intracérébral, on voit aussi beaucoup de fast ripples. Il faut au moins numériser à 2000 Hz. Les HFO, malheureusement, ne sont pas que des événements pathologiques, ceux qui nous intéressent, mais sont aussi des événements physiologiques. Certaines HFO sont liées au processus sensoriel, mnésique et cognitif. Elles se présentent sous forme d'oscillations spontanées ou d'une activité haute fréquence qui peut être mesurée par l'analyse spectrale. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais simplement pour dire que ce sont des activités normales du cerveau en bonne santé. D'autres HFO sont liées au phénomène épileptique. Elles sont spontanées et sont présentes en même temps que les HFO physiologiques, ce qui évidemment va nous causer des problèmes. Bien qu'il y ait des différences statistiques entre les caractéristiques des HFO physiologiques et pathologiques, les HFO pathologiques sont en général de légèrement plus grande amplitude, de durée légèrement supérieure. Malheureusement, ces différences ne permettent pas actuellement de séparer les deux types d'oscillations de manière fiable. Donc, on enregistre les deux et on n'est pas capable de vraiment dire si l'une est pathologique ou physiologique. Je montre quelques exemples ici. La plupart des HFO chez les malades épileptiques sont en lieu à peu près au même moment que les pointes. On en voit ici des exemples. Donc ça, c'est un EEG intracérébral, juste une fraction de seconde. On voit ici une pointe. Et au même gain, l'EEG filtré
passe haut à 80 Hz, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est en dessous de 80 Hz, c'est-à-dire essentiellement léger normal, et on voit ici une oscillation qui est une ripple, qui est à environ 120 Hz, et à encore plus basse amplitude ici, quand on filtre à 250 Hz, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est en bas de 250 Hz, on peut voir ici une fast ripple de très faible amplitude. Pardon. D'autres exemples ici, ici encore une pointe un peu moins pointue ici, on voit quelques bosses sur la pointe ici, et quand on filtre à 80 Hz, on voit bien ce mélange ici de ripple et de fast ripple. Quand on filtre à 250 Hz, on voit ici le fast ripple, encore une fois, de quelques microvolts seulement et de beaucoup plus faible amplitude que les G standards. Dans cet exemple ici, on voit des oscillations ripple et fast ripple qui sont présentes, qui sont là en l'absence d'une pointe épileptique. Et dans ces cas-là, évidemment, la question se pose, s'agit-il d'événements physiologiques ou d'événements pathologiques? Une autre manière d'isoler les ripples et les fast ripples, c'est d'utiliser le domaine temps-fréquence. Ici, on voit une section d'EEG intracérébrale, une seconde d'EEG. Et ici, on voit dans le temps-fréquence, donc la même échelle de temps ici, une seconde. Ici, les fréquences de 8 Hz à 150 Hz. Et la couleur représente l'énergie à ces différentes fréquences et au moment donné. Donc, on peut voir ici qu'on a une bouffée d'énergie à environ 30 Hz qui représente cette pointe ici, mais aussi une petite île de haute fréquence à environ 150 Hz qui représente une ripple qui a lieu en même temps que cette pointe. Et ici aussi, on le voit très bien, encore une fois, on n'a pas de pointe à ce moment-là, mais on a clairement un événement haute fréquence qui va même plus haut que 150 Hz, qui est ce qu'on voit ici dans cet EEG. Donc le domaine temps-fréquence est un domaine privilégié qui nous permet d'isoler dans la fréquence ces événements de courte durée et de haute fréquence. Les HFO et la zone épileptogène. Voyons ici un exemple. Il s'agit d'un malade avec un EEG intracérébral. Ici, on ne voit que 3 canaux dans le lobe temporal gauche, 3 canaux dans le lobe temporal droit. Il s'agit d'un malade qui a des pointes bitemporales, mais des crises qu'on a observées par la suite ne viennent que du lobe temporal droit. Les HFO sont présentes à droite uniquement. Ici, on peut voir cette petite section d'EEG où on a une pointe à droite. On l'étire ici dans le temps. On voit bien ces deux pointes ici maintenant étirées dans le temps. Ensuite, on le filtre avec un filtre passe-haut à 80 Hz, comme je l'ai montré plus tôt, et on augmente le gain. Vous pouvez voir ici qu'on a une calibration à 50 microvolts. Ici, elle est de 1 microvolt. Donc, on a un signal de très faible amplitude ici, mais très clairement une ripple qui a lieu à droite au moment de cette pointe à droite, et aussi des fast ripples en même temps, qui ont lieu, encore une fois, en même temps que la pointe qui a lieu à droite. Chez ce même malade, si on prend quelques secondes plus tard une pointe qui a lieu dans le lobe temporal gauche, on l'étire ici, on la filtre à 80 Hz, on la filtre à 250 Hz, et on ne voit aucune ripple ou fast ripple. C'est évidemment un exemple, mais cet exemple illustre le fait que les ripples et fast ripples sont en général présentes du côté épileptogène, c'est-à-dire du côté qui génère les crises, même si les pointes peuvent être, comme ici, bilatérales. C'est ce qu'on voit ici dans une étude qui a été publiée déjà il y a assez longtemps par Julia Jacobs, où on compare la fréquence des ripples et des fast ripples dans ce qu'on appelle ici le non-seizure onset zone, en dehors de la zone de génération des crises, et ici le seizure onset zone, la zone de génération des crises, et on voit que dans l'ensemble, la fréquence est beaucoup plus élevée dans les zones où la crise est générée. Ces résultats ont été obtenus par un comptage visuel des ripples et des fast ripples pendant 5 minutes d'un EEG intracérébral pendant le sommeil lent. On utilise le sommeil lent car il est la période où les HFO sont les plus fréquentes. Ce comptage visuel prend beaucoup de temps, ça peut prendre plusieurs heures pour analyser les 5 minutes chez un malade.
De nombreuses études ont montré, comme celle que je viens de montrer, que les HFO, ripple et fast ripple sont plus fréquentes dans la zone de début de crise qu'à l'extérieur de cette zone. Celle que je viens de montrer était une des premières études, mais il y en a eu maintenant nombreuses qui ont confirmé ce résultat. Malheureusement, les ripple et les fast ripple sont aussi présentes à l'extérieur de cette zone et ça rend l'utilisation de ces marqueurs difficile dans le contexte de la chirurgie. D'abord, le premier résultat, encore une fois, une première étude qu'on a faite il y a maintenant plus de 10 ans, on a essayé de voir si les HFO pouvaient être utiles pour définir la région à resséquer. Nous avons étudié 20 patients qui ont été opérés indépendamment des résultats de HFO. On a déterminé avec un IRM post-opératoire quel contact était dans la région subséquemment resséquée. Donc, on a superposé l'IRM avec les électrodes, avec un IRM post-opératoire, et on a pu voir quels sont les contacts qui ont été dans la région subséquemment resséquée. On a calculé la proportion de contacts ayant des HFO qui étaient dans les régions resséquées. Donc, on a fait l'inventaire de tous les contacts ayant des HFO, et ensuite, on a pu voir la proportion qui était dans les régions resséquées pour savoir si la plupart des contacts ayant des HFO étaient dans les régions qui ont été resséquées ou la plupart étaient dans les régions qui n'ont pas été resséquées. Et les résultats, encore une fois un travail de Julia Jacobs publié en 2010, montrent que nous avons obtenu des bons résultats chirurgicaux, c'est-à-dire des malades sans crise, chez 8 parmi les 20 patients. Chez 7 parmi ces 8, la majorité des contacts générant des ripples et des contacts générant des fast ripple étaient dans la région resséquée, subséquemment resséquée. Alors que nous avons eu des résultats de chirurgie non satisfaisants chez 12 patients et chez 11 d'entre eux, soit les régions générant la plupart des ripples, soit les régions générant la plupart des fast ripple n'ont pas été resséquées. Donc, cette étude initiale, qui évidemment chez un petit groupe de malades, nous indique que peut-être il est important de resséquer au moins une bonne partie des régions générant les ripples et les fast ripple. C'est une première indication que peut-être c'est un marqueur intéressant. Malheureusement, une étude faite encore une fois par Julia Jacobs en 2018, une étude multicentrique qui comprend des malades de l'Institut neurologique de Montréal, de UCLA, de l'Université de Fribourg, on a eu un total de 52 patients, montre que si on analyse tous ces résultats ensemble, de ces 52 patients de ces 3 centres, on trouve effectivement le même résultat que celui que je viens de présenter, c'est-à-dire une corrélation entre résection des régions générant des HFO et bons résultats chirurgicaux. Malheureusement, quand on refait une analyse centre par centre, on ne trouve plus cette corrélation. Elle existe seulement quand on utilise tous les malades ensemble. Et ce qu'on a pu voir, parce que du fait de la relative faiblesse de ces résultats statistiques, c'est que le prognostic au niveau individuel n'était faisable que chez en fait 2/3 des malades. On a même vu certains malades qui n'ont plus eu de crise, même si la plus grande partie du tissu générant des HFO n'a pas été resséquée. Donc, ces malades ont généré des HFO. On a vu la région où il y avait la plus grande partie de ces HFO et qu'elle n'a pas été resséquée. Évidemment, les HFO n'ont pas été utilisés dans la décision de la résection. Et on s'est aperçu que chez certains de ces malades, même si cette région n'a pas été resséquée, ils se sont trouvés sans crise. Donc, au niveau individuel, la prédiction du résultat de la chirurgie n'était pas possible pour une forte proportion de patients, même si statistiquement, resséquer le tissu générant les HFO augmente les chances de succès. Donc, on peut dire que, encore une fois, c'est un résultat statistique qui est confirmé, mais qui n'est pas suffisamment bon pour qu'on puisse dire, voilà, chez ce malade, il est important de resséquer toutes les régions générant des HFO. Donc, suite à ce demi-succès, disons, on a pu définir 2 problèmes importants et pour lesquels je vais présenter des propositions de solutions. Le premier problème, c'est comment surmonter le fait que les ripples physiologiques, qui sont fréquentes dans certaines régions, on y reviendra parce que ce n'est pas partout la même chose dans tout le cerveau,
qui rendent difficile la séparation entre les régions épileptiques et les régions saines. Comment surmonter ce problème-là? Comme je l'ai dit plus tôt, il n'est pas possible de vraiment reconnaître avec chaque événement, chaque report, si c'est un événement physiologique ou un événement pathologique. Un autre problème qu'on a identifié, c'est comment augmenter la sensibilité des fast reports, qui semblent beaucoup plus spécifiques. Elles sont spécifiques parce qu'en fait, il n'y a pas pratiquement pas, comme on va le voir, de fast report physiologiques. Les fast reports en haut de 250 Hz semblent très spécifiquement pathologiques. Mais elles sont parfois très rares ou absentes, ce qui rend difficile l'identification du tissu épileptique. Si on n'en enregistre pas, est-ce que c'est simplement parce qu'elles sont rares, mais elles seraient présentes si on enregistrait assez longtemps, ou est-ce que vraiment il n'y en a pas et le tissu n'est pas épileptique? Donc c'est un problème qu'on a avec ces deux types d'événements, les ripples qui existent au niveau physiologique et les fast ripples qui sont trop rares pour être pratiques. Et on va maintenant proposer des solutions à ces problèmes-là. Donc, pour le premier problème, on va utiliser l'idée d'un atlas de valeurs normatives pour les HFO physiologiques. Et je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. D'abord, un petit retour en arrière. Frasher et al., une de mes collègues, a publié en 2018 un atlas de l'activité EEG jusqu'à 70 Hz. Donc ici, on ne parle pas de report fast ripple, on parle de l'EEG standard pour les régions cérébrales présumément normales, basées sur près de 2000 contacts provenant de plus de 100 patients. Comment est-ce qu'on peut parler d'EEG normal avec des électrodes intracérébrales, puisqu'évidemment, on n'en place pas chez les médecins? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les contacts en dehors des lésions, en dehors des régions générant des crises ou même générant des points. Donc, on a sélectionné un petit nombre de contacts chez chaque malade, chez plus d'une centaine de malades, pour lesquels on peut supposer qu'on est dans une région saine, relativement saine. On a mis tous ces résultats ensemble et on les a publiés sous la forme d'un atlas qui montre donc pour chaque région du cerveau quel est l'EEG, à quoi ressemble l'EEG sain, présumément sain. On a fait ensuite la même chose pour les HFO. Donc, on a choisi des contacts provenant présumément des régions cérébrales normales. Tous les contacts ont été placés dans un espace stéréotaxique commun et on a pu voir dans quelles régions on a fréquemment des HFO qui sont physiologiques, elles, puisque ces régions ne sont pas épileptiques, et dans quelles régions est-ce qu'on a peu de HFO physiologiques. Les résultats sont présentés ici. En fait, ici, on ne voit pas les résultats, mais on voit la couverture des électrodes dans cette étude-là. Donc ici, on a la région mésiale et la région latérale. Ici, c'est simplement un cortex gonflé. Mais on voit qu'en dehors de certaines régions, on a en général une couverture assez bonne de tout le cerveau. Maintenant, à quoi ressemble la distribution de la fréquence des ripples donc des ripples physiologiques présumément normales? On s'aperçoit qu'elle est très variée suivant les différentes régions du cerveau. On peut voir une échelle ici, 30 par minute, jusqu'à 0 par minute. Donc, on voit ici bien que dans la région occipitale en particulier, dans la région centrale aussi, dans le gyrus de Heschel aussi, on a des ripples physiologiques à des fréquences relativement élevées, de 15 à 30, alors que dans certaines régions frontales, ici région temporale, région singulaire, on n'a pratiquement pas de ripples physiologiques. Donc, évidemment, si on enregistre des ripples chez des malades épileptiques, si on est dans la région occipitale, il faut beaucoup plus se méfier que si on est dans la région singulaire. Et on va utiliser cette distribution pour nous permettre de séparer les ripples physiologiques de pathologiques. Quand on regarde les fast ripples, on voit qu'on n'en a pratiquement pas dans les régions cérébrales normales. Donc, on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas de fast ripple physiologique. Ici, on voit l'échelle est de 1 par minute. Donc, on a eu 1 ou 2 électrodes avec des fast ripples dans des régions présumément normales. Donc,
comment utiliser l'atlas des ripples physiologiques pour identifier les canaux ayant des ripples pathologiques. Pour chaque région du cerveau, l'atlas fournit une distribution des fréquences des ripples physiologiques. Pour chaque région, on a plusieurs contacts et on peut dire qu'on a une distribution des fréquences. Pour chaque région, si on utilise la marque de 95% sur cette région, on peut alors affirmer que si la fréquence des ripples est plus élevée que cette marque, il est très probable que la fréquence d'apparition des ripples est pathologique. Si on nous dit que en haut de 95% de la distribution, on a une fréquence de ripple qui est plus élevée que ça, on peut dire que très probablement il s'agit de ripples pathologiques, au moins certaines d'entre elles, alors que si on a des valeurs plus basses que 95%, et on n'est pas sûr, peut-être que nos ripples sont pathologiques, peut-être qu'elles sont physiologiques, mais on ne peut vraiment pas être sûr qu'elles soient pathologiques. On a ici un exemple chez un malade qui m'a été fourni par Dr. Frauscher. On voit ici toutes les électrodes intracérébrales et ici la fréquence des ripples, donc beaucoup de canaux n'en ont pas, et certains canaux ont des fréquences assez élevées. Vous pouvez le voir ici. Maintenant, quand on regarde bien les contacts qui ont des fréquences élevées, on peut les diviser en deux groupes. D'une part, deux régions qui sont dans une région de dysplasie corticale, ici, et par ailleurs, trois régions ici qui sont en fait dans la région mésiotemporale, dans le cortex moteur, ici aussi dans le cortex moteur, des régions pour lesquelles, on l'a vu, les ripples physiologiques sont assez fréquentes. Donc la question se pose, ces ripples-là sont-elles physiologiques ou pathologiques? Si on utilise la méthode que je viens de décrire, où on fait une espèce de normalisation en utilisant la distribution de l'atlas des fréquences, en utilisant la distribution, le 95% de la distribution, on fait cette normalisation et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il ne reste que les ripples dans les régions de dysplasie corticale. Les autres, en fait, disparaissent puisqu'elles font partie de la distribution des ripples physiologiques et donc on ne peut pas vraiment dire qu'elles étaient pathologiques, alors que celles-là, on peut le dire avec certitude que ces fréquences-là sont pathologiques. Cette méthode a été utilisée dans une étude chez 150 patients qui est maintenant en révision, qui démontre bien la puissance de cette approche. Maintenant, le deuxième problème dont j'ai parlé, c'est le manque de sensibilité des fast ripples. L'analyse traditionnelle des HFO utilise en général, comme je l'ai dit plus tôt, 5 à 10 minutes d'EEG pendant le sommeil lent, qui est la période de fréquence maximale des HFO. Le temps pris par l'analyse visuelle ou la vérification d'une analyse automatique ne permet pas d'analyser des durées beaucoup plus longues, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais si on utilise une analyse automatique, sans vérification de chaque événement détecté, on peut analyser des durées beaucoup plus longues, augmenter la probabilité de trouver des fast ripples et en augmenter la sensibilité et la fiabilité. C'est donc ce qu'on a fait dans une étude que je vais rapporter maintenant, qui a été faite par Dr. Nivalainen de Finlande quand elle était à Montréal. Nous avons étudié 43 patients qui ont été investigués avec SEEG et ont eu une chirurgie et un suivi post-chirurgical d'au moins 1 an. Nous avons détecté les fast ripples automatiquement durant toute une nuit, plutôt qu'utiliser 5 ou 10 minutes, comme je le disais tout à l'heure. Avec une détection automatique, on peut analyser très longtemps. Donc, on a utilisé une détection pendant toute une nuit, mais de manière très importante, après exclusion des sections artefactées. C'est-à-dire que, visuellement, on a analysé les sections pour lesquelles il y avait, quels que soient des artefacts, quels qu'ils soient, et ces sections-là, ou ces canaux-là, dans lesquels on a trouvé des artefacts, ont été exclus de l'analyse. Donc, l'analyse n'a inclus que des canaux pour lesquels on était relativement confiant qu'il n'y avait pas d'artefacts, et ensuite, on a laissé marcher l'analyse automatique. On a fait une comparaison de ces résultats avec l'analyse traditionnelle d'une section de 5 minutes, et en utilisant l'atlas de Frauscher, on a décidé que les canaux ayant moins de 0,2 fast ripple per minute n'en avaient en fait aucune. C'est-à-dire que si il y avait 0,2 fast ripple per minute, c'est-à-dire une fast ripple par 5 minutes, eh bien, on considérait en fait que ces canaux n'en avaient pas, puisqu'on a pu voir parfois dans les contacts sains, comme je l'ai montré sur l'atlas,
quelques rares fast ripples. Et donc, on peut dire que même s'il y en a une rare de temps en temps, on considère que la région est normale et n'a pas de fast ripple. Et ensuite, la mesure de prédiction qu'on a utilisée est la suivante. Si plus de 60% des fast ripples sont dans la région resséquée, on prévoit un succès. Donc, je vais expliquer ça un petit peu plus. Voyons ici un exemple. Un malade a 7 canaux dans lesquels on trouve des fast ripples. Et voici le nombre de fast ripples qu'on a enregistrés pendant cette nuit par la détection automatique dans chacun de ces canaux. Une résection est faite et les canaux 1 et 3 sont dans les régions resséquées. Les autres canaux ne font pas partie de la région resséquée. On peut calculer qu'on a un total de 4572 fast ripples. On fait la somme tout simplement des fast ripples dans les canaux. Et ensuite, on peut calculer ce qu'on appelle le fast ripple resection ratio, qui est le rapport entre les fast ripples enlevés, resséqués, qui sont ces deux-là. On voit ici cette colonne-là plus cette colonne-là, 2535 plus 427, divisé par le nombre total de fast ripples. Et on s'aperçoit donc que 65% des fast ripples ont été enlevés chez ce malade-là. Et on peut prédire, puisque c'est plus que 60%, que ce malade, en fait, devrait avoir un résultat chirurgical positif. Si on utilise cette méthode de prédiction, on obtient les résultats suivants. On peut voir ici d'abord à droite les résultats de l'analyse automatique de toute une nuit, où on a une précision de 86%. On peut voir ici qu'avec le seuil de 60%, très peu de malades sont dans la région de faux négatifs et de faux positifs. On a ici les malades ayant un succès chirurgical et ceux qui sont dans la classe Engel 2 à 4, qui donc continuent à avoir des crises. On peut voir ici la prédiction des trous, des vrais négatifs qui sont dans ce groupe-là, des vrais positifs qui sont dans ce groupe-là. Et on fait très peu d'erreurs, donc, dans la prédiction des crises, du résultat chirurgical. Ici, si on utilise la méthode traditionnelle, on est analysé visuellement 5 minutes, on voit qu'on a beaucoup plus d'erreurs. On a une précision seulement de 72%. Si on faisait une détection automatique pendant 5 minutes, les résultats sont à peu près les mêmes. Encore une fois, une précision nettement plus faible. Donc, en résumé, le Fast Ripple Resection Ratio que je viens de présenter pourrait être un bon outil de prédiction du résultat chirurgical. Et on a en plus un résultat secondaire qui est important, qui est le suivant. On a observé que si aucun canal, chez un malade en particulier, n'a une fréquence de fast ripple suffisamment élevée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun canal, il y a toujours un canal qui a plus de fast ripple que d'autres, mais si aucun n'a au moins 6 fast ripples per minute, le succès chirurgical est très improbable. Et on a fait l'hypothèse que c'est peut-être parce que l'implantation a manqué tout simplement la zone épileptogène. On n'a aucune région où les fast ripples sont fréquentes, et on peut se dire que peut-être tout simplement notre implantation a manqué la zone épileptogène. Et peut-être que ce qu'on a appelé un manque de sensibilité des fast ripples peut en fait correspondre à leur capacité de reconnaître une couverture EEG insuffisante, un problème qui en général n'a pas été abordé jusqu'à maintenant. La plupart du temps, on implante des électrodes, on essaye de trouver une méthode pour déterminer quelle région doit être resséquée. Et en fait, on a rarement défini une méthode qui nous dit tout simplement que l'implantation n'est pas adéquate. Et évidemment, si c'est le cas, qu'on ne devrait pas proposer la chirurgie. Passons maintenant aux HFO en EEG de scalp. La première démonstration de l'enregistrement d'HFO en EEG de scalp a été publiée par Kobayashi en 2010. On voit ici un EEG de status pendant le sommeil chez l'enfant, un epileptic status epilepticus during sleep. Et si on filtre cet EEG, encore une fois ici on voit les hautes fréquences et on change le gain, on s'aperçoit en fait qu'on a des ripples dans cet EEG de scalp avec des fréquences de l'ordre de 110, 150 Hz. Ici, on peut voir l'échelle de temps est de 100 millisecondes. Donc, des ripples qui sont dans l'EEG de scalp chez ces malades avec une épilepsie généralisée.
nous avons fait ensuite, peu de temps après, nous avons regardé les EEG de scalp chez les malades avec une épilepsie focale et on a pu voir qu'en fait, des ripples sont présentes, et j'en montre ici quelques exemples. On voit ici 4 canaux d'EEG de scalp, un EEG normal au moment d'une pointe. Si on les tire, encore une fois, on change l'échelle de temps, on le voit ici, et ensuite, si on le filtre, si on utilise un filtre où on enlève l'activité en dessous de 80 Hz et on augmente le gain, on voit ici très clairement ces ripples. Un autre exemple ici, au moment d'une une onde rapide ici, encore une fois des ripples ici, et à ce moment-là, ici, même en l'absence d'une pointe ou d'une onde rapide, on voit très bien ces ripples. On voit même sur les EEG originales, quand on les tire et quand on le filtre, on le voit très bien. Et cette étude a démontré que, en fait, quand on utilise ces ripples, on a une meilleure précision pour définir la zone de début de crise que si on utilise les pointes qui sont en général plus diffuses que les ripples. Un papier récemment, un article récemment publié, je pense que c'est en 2019, a montré même la détection de fast ripples dans les EEG de scalp chez des enfants avec tuberous sclerosis complex. Et on peut voir ici ces fast ripples, ce qui est assez étonnant. C'est le seul article qui démontre très clairement la présence de fast ripples chez des enfants épileptiques. On voit ici un EEG de scalp traditionnel. On voit cette section ici qui est reprise, ici étendue, encore une fois étirée, filtrée ici avec un filtre passe-haut à 100 Hz et ici à 250 Hz. Et on voit très bien cette fast ripple qui est une décharge à 350 Hz qu'on voit ici dans le temps-fréquence. Ici, vous pouvez voir l'échelle, si vous ne pouvez peut-être pas la voir, mais il s'agit en fait de fréquence de 350 Hz. Un autre exemple ici avec une fast ripple en fait 420 Hz qui provient de cet EEG au moment où on a dans ce cas-là une pointe, des ripples et des fast ripples, même dans les EEG de scalp. Et ce que cette étude a montré, c'est que ces fast ripples ne sont présents que chez les malades épileptiques. On peut le voir ici. Donc, on a ici le groupe de malades épileptiques chez ceux qui ont cette tuberous sclerosis complexe. Ici, les sujets contrôle. Voici la fréquence des ripples, ici, qui est clairement au-dessus de 0, alors que chez les sujets contrôle, il n'y en avait aucune. On voit ici fast ripple on spike, c'est-à-dire les fast ripples qui se présentent en même temps que les pointes, la même différence qu'ici. Et évidemment, chez les sujets contrôle, il n'y en a aucune. Donc, on voit ici un marqueur qui permet de séparer très clairement la présence d'épilepsie de l'absence d'épilepsie. Les ripples sur les pointes rolandiques est un autre marqueur de la sévérité de l'épilepsie. C'est une étude de Van Klink du groupe de Maike Zalmans en Hollande. Ils ont divisé leurs sujets en 3 groupes, tous les malades ayant des pointes rolandiques typiques. Le groupe 1 sont des malades avec des pointes rolandiques typiques mais sans crise d'épilepsie. Le groupe 2 avec une épilepsie rolandique typique, donc des pointes rolandiques et quelques crises d'épilepsie bénignes qui disparaissent par la suite. Et le groupe 3, une épilepsie rolandique atypique et symptomatique. Ce qu'ils ont pu voir, c'est que la présence de plus de 2 ripples chez ces malades-là est un prédicteur de la présence de crise, alors que les pointes ne peuvent pas faire cette prédiction. Donc, si chez les malades, on a plus que 2 ripples, on peut prédire avec confiance que ces malades ont des crises épileptiques. Donc, séparer les malades qui ont des crises de ceux qui n'en ont pas sur la base de la présence de ripples. Et s'il y avait les ripples étaient plus fréquentes, donc plus que 5 ripples pendant l'enregistrement, peuvent prédire la différence entre une épilepsie bénigne et une épilepsie atypique symptomatique, avec une sensibilité de 63% et une spécificité de 100%. Donc, il semble que la fréquence des ripples, c'est-à-dire si on en trouve souvent, si on en trouve très peu, est un marqueur de la sévérité de cette épilepsie rolandique. Une dernière étude dans laquelle je vais vous parler, qui est publiée récemment dans Annals of Neurology par le groupe de Julia Jacobs encore, regarde les EEG enregistrés après une première crise non provoquée chez les enfants.
ils ont compté les pointes. Ici, on voit une pointe. Ici, représentée après filtrage, donc une pointe sans ripple, après filtrage. Ici, une pointe avec ripple. On voit ici après filtrage et augmentation du gain. Et ici, une ripple sans pointe. Donc, ils ont ensuite séparé leurs malades. Cette diapositive est un petit peu complexe, mais on va passer le temps qu'il faut. Ici, on a la fréquence des ripples chez les malades chez qui on a subséquemment fait un diagnostic d'épilepsie et chez ceux chez qui on n'a pas fait de diagnostic d'épilepsie. Ici, c'est la fréquence des ripples. Ici, c'est la fréquence des spike ripples, c'est-à-dire des spikes accompagnés de ripples. Et ici, c'est la fréquence des pointes seules. On voit que les pointes ne séparent pas les malades chez qui on a fait un diagnostic d'épilepsie de chez ceux chez qui on n'a pas fait le diagnostic d'épilepsie, alors que les ripples, soit avec des pointes, soit sans, ont une différence très claire permettent de séparer les deux groupes. Et donc, ce qui est important de voir ici, c'est que cet EEG a été enregistré au moment d'une première crise non provoquée et le diagnostic d'épilepsie a été fait 1 an plus tard. Parce qu'après une première crise d'épilepsie non provoquée, évidemment, on ne peut pas faire le diagnostic d'épilepsie, mais 1 an plus tard, certains malades ont eu d'autres crises, donc on a pu faire un diagnostic d'épilepsie. Chez d'autres, n'en ont pas eu, on n'a pas fait le diagnostic d'épilepsie. Et quand on a regardé cet EEG enregistré au début, donc après la première crise, on aurait pu déjà savoir, avec cette méthode, que certains malades vont développer en fait une épilepsie. Donc, en conclusion, les HFO en parlant des HFO sur l'EEG de scalp comme biomarqueurs d'épilepsie et d'épileptogénicité. Les HFO de scalp peuvent jouer un rôle dans la localisation du foyer, j'en ai parlé très brièvement. Mais chez les enfants, les HFO de scalp peuvent être un marqueur de la présence d'épilepsie et de la sévérité de l'épilepsie, comme on a pu le voir dans l'épilepsie rolandique. Et les HFO de scalp pourraient prédire le développement de l'épilepsie après une première crise non provoquée, ce qui en ferait un marqueur d'épileptogénicité, puisque au moment où elles sont enregistrées, les HFO, l'épilepsie n'a pas encore été diagnostiquée de manière formelle. Pour revenir maintenant sur l'utilisation des HFO en EEG intracérébral et comment elles peuvent jouer un rôle dans la localisation de la zone épileptogène, d'abord, il faut voir que la localisation traditionnelle par le début de crise en SEEG, c'est la méthode qu'on utilise d'habitude, on met des électrodes en SEEG, on entend des crises et on utilise la zone de début de crise pour déterminer la zone à resséquer, ne donne pas des résultats très satisfaisants. Seulement 55% des malades opérés n'ont plus de crise après l'opération. Les résultats ont été publiés dans 2 grands groupes de Marseille et de Milan. Ici, plus de 200 malades, ici, plus de 500 malades. En fait, 55% des malades n'ont plus de crise 5 ans après l'opération, même si seulement les malades chez qui on a pu définir un début de crise clairement ont été opérés. Donc, le début de crise n'est vraiment pas une méthode qui est loin d'être parfaite. Les HFO, soit les ripples normalisés par l'Atlas, comme on l'a montré, ou les fast ripples enregistrés pendant toute une nuit, pourraient faire mieux que le début de crise. Et il est important aussi de remarquer qu'elles peuvent être obtenues en 48 heures ou même 24 heures, parfois après l'implantation. On n'a pas besoin d'attendre des semaines, parfois, pour obtenir l'enregistrement de crise. Malheureusement, nous n'avons pas d'études en double aveugle qui démontrent la valeur des HFO indépendamment des autres méthodes de localisation. Mais évidemment, il ne faut pas oublier non plus que nous n'avons pas pour les débuts de crise. On utilise le début de crise sans en fait en avoir vraiment démontré la valeur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup au professeur Gottman pour cette brillante conférence présentée avec beaucoup de pédagogie sur les oscillations à haute fréquence dans l'EEG intracérébral. À présent, il y a 5 questions qui attendent. Une question en cas qui dit, c'est Alam Asia. Bonsoir tout le monde. Quelles sont les séquelles post-résection de ces ripples en dehors des régions épileptogènes?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. Est-ce que ça vous ennuie de répéter la question, s'il vous plaît? Quelles sont les séquelles post-résection de ces ripoles en dehors des régions épileptogènes? Uh-huh. Donc, la question, je pense, c'est de savoir si on enlève des régions qui génèrent des ripoles qui sont probablement physiologiques, quelles pourraient être les séquelles, Les puisqu'évidemment, on séquelles. va empêcher le fonctionnement normal de ces régions-là. Eh, Écoutez, nous n'avons pas de, je ne peux pas dire que nous avons des données objectives à ce sujet-là, nous n'en avons pas. Il est évident qu'au cours de la chirurgie pour l'épilepsie, on est souvent obligé d'enlever des régions, même si elles ne sont pas épileptogènes, soit parce que pour des raisons chirurgicales, soit des raisons pour atteindre certaines régions, on est obligé d'enlever d'autres. Il est évident que si on enlève des régions qui n'étaient pas pathologiques et qui fonctionnaient normalement du point de vue physiologique, du point de vue cognitif, du point de vue sensoriel, par exemple, et il est évident que les fonctions pourraient en être diminuées. Mais nous n'avons pas de données objectives à ce sujet-là. merci. Omar Hamdi pose la question de savoir, peut-on utiliser les rôles comme moyen de dépistage des manifestations épileptiques? Peut-on utiliser les HFO comme un moyen de dépistage? Oui. Eh oui, Mais des écoutez, manifestations épileptiques. oui. La plupart des études, presque toutes les études, sauf la dernière que j'ai présentée, ont été faites chez les malades épileptiques. Chez les malades épileptiques, donc pour lesquels le diagnostic de l'épilepsie est fait. Et donc, il n'est pas question pour eux de détecter la présence de l'épilepsie. On a montré que certaines études ont montré que la présence de ces HFO est liée à la sévérité de l'épilepsie. Donc, par exemple, dans l'épilepsie rolandique. Donc, on peut peut-être les utiliser comme marqueurs de sévérité. Pour ce qui est de détecter la présence de l'épilepsie, l'étude que j'ai montrée en dernier est une étude qui est évidemment intéressante, qui est un petit peu à la limite dans le sens où elle a été faite chez des malades qui ont eu une première crise non provoquée. Donc, chez ces malades, en principe, on ne peut pas encore faire le diagnostic de l'épilepsie, mais ils ont eu une première crise. Et chez ces malades-là, la présence de HFO semble prédictive d'un diagnostic éventuel un an plus tard de l'épilepsie. C'est-à-dire qu'on peut dire, même s'ils n'ont pas fait de deuxième crise, s'ils ont des HFO, ils ont plus de chances, il y a plus de chances que par la suite, on fera un diagnostic de l'épilepsie. Ce n'est encore qu'une étude, malheureusement, mais c'est une étude prometteuse et je pense que si d'autres études confirment ces résultats, il est possible qu'on pourra, s'il y a des premiers signes d'une épilepsie possible, peut-être utiliser pour les HFO pour voir s'il y a des chances que l'épilepsie se développe. Merci. Shaznaz Shafi Triki vous dit bonsoir et vous remercie, vous félicite beaucoup pour cette excellente conférence. Elle demande quel est l'apport des HFO dans les autres types d'épilepsie, particulièrement les encéphalopathies épileptiques. Alors, ce n'est pas un domaine que je connais très bien, mais il y a eu quelques articles à ce sujet-là avec des HFO dans certains cas d'encéphalopathie. Je recherche le nom de l'article maintenant, mais je ne me souviens pas. Mais si vous cherchez le travail de Katsuhiro Kobayashi, dont j'ai parlé, qui a démontré la présence de HFO dans le status epilepticus chez l'enfant, Kobayashi travaille surtout chez les enfants et il a montré que dans certains cas, la présence de HFO reflétait l'efficacité du traitement médical.
dans certains cas, d'encéphalopathie, effectivement, chez l'enfant. Donc, je m'excuse parce que l'article lui-même ne me revient pas à l'esprit, mais c'est un article de Kobayashi qui a été publié dans Annals of Neurology il y a quelques années et qui a montré clairement, et peut-être que Kobayashi a publié d'autres articles à ce sujet-là parce qu'il travaille dans ce domaine-là particulièrement, et il est probable que les HFO chez les enfants en particulier pourraient être un très bon marqueur de l'efficacité d'un traitement ou la possibilité qu'un traitement devienne efficace chez ces enfants. Nasreddin Bousseta demande quel est votre avis quant à la recherche des ripples en augmentant le Hive filter? Jusqu'à quelle valeur on peut augmenter dans l'épilepsie à paroxysme centrotemporal ou après une première crise non provoquée? Donc, ce que j'ai dit, c'est que les critères pour pouvoir enregistrer les HFO sont très clairs et très bien définis. Il faut un équipement qui est capable d'enregistrer ces HFO pour enregistrer les ripples qui sont probablement, pour ce qui est des jets de scalp, les événements les plus prometteurs. Il faut pouvoir mettre son filtre au moins à 300 Hz, 250 à 300 Hz, et il faut pouvoir ensuite digitaliser ou numériser les jets à une fréquence de 1000 Hz au moins. Donc, si votre équipement vous permet ces choses-là, donc vous pourrez voir sur les jets à ce moment-là la présence de ripple sur votre jet de scalp. Si vous n'avez pas un filtre qui est au moins, disons, à 250 Hz, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Vous ne verrez pas ces événements. Donc, c'est une question de savoir si l'équipement le permet. Il est très important de savoir qu'il faut absolument les deux facteurs, c'est-à-dire d'une part un filtre avec une fréquence élevée, un filtre passe-bas avec une fréquence élevée à 250 Hz au moins, et une digitalisation au moins, disons, à 800 ou 1000 Hz. Ces deux facteurs sont nécessaires. Est-ce que les HFO ont un intérêt sur le plan étiologique? Sur le plan étiologique, yes. Écoutez, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été démontré. Il y a eu plusieurs études sur la présence de HFO dans les jets intracérébrales dans différentes pathologies, et on a vu que les HFO étaient plus ou moins fréquents dans une pathologie ou dans une autre, mais on n'a trouvé aucune spécificité, je pense, à différentes pathologies. Donc je n'ai pas l'impression jusqu'à maintenant qu'il y a une spécificité étiologique au HFO. Il semble que ce soit effectivement quelque chose qui soit plus caractéristique du fait que cette pathologie est associée avec une épilepsie. Une dernière question de Thiago Esma Emile. Devons-nous rechercher les ripples en pratique courante, entre parenthèses EEG de scalp, quand nous suspectons une épilepsie focale dans la région suspectée? Écoutez, c'est une question compliquée parce que le problème, c'est que ce n'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande du travail. Donc, c'est un outil qui pourrait être utile du point de vue clinique, qui n'est pas utilisé de manière très répandue, qui est utilisé surtout dans les centres de recherche. Si vous avez la patience, si vous avez le temps, parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'une fois qu'on augmente la fréquence d'échantillonnage, qu'on augmente le filtre, il faut pouvoir filtrer les jets, étendre l'échelle de temps, qui fait qu'on va regarder une seconde des jets, par exemple, sur l'écran. Évidemment, si on regarde une seconde à la fois, ça prend du temps de regarder un EEG. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas automatisé
jusqu'à maintenant. Donc, c'est intensif du point de vue du travail que ça demande. Si vous avez du temps pour faire un premier projet de recherche clinique, par exemple, de définir un premier groupe de malades et de dire, bon, ben, chez ces malades-là, on va essayer de voir ce que ça donne dans notre situation avec notre équipement. Probablement que ça vaut la peine et peut-être que vous allez avoir des résultats intéressants. Il faut se souvenir que ça demande un certain effort et ça demande du temps. Merci, professeur Jean Gott. Vous avez répondu à toutes les questions. Votre Merci. conférence a été très intéressante et a suscité beaucoup de questions. Nous vous remercions, mais encore une fois, merci beaucoup. Merci et bonjour à tout le monde et bonjour du Canada où il fait bientôt froid. Bonsoir du Bénin. Le temps est clément chez nous à Cotonou. Au revoir. Au revoir.